Le 1er janvier 1973, rien ne laissait prévoir cette perspective. La France était dans la voie de l'expansion, une expansion forte et hardie selon l'expression d'un bon nombre de professionnels de la politique et des statistiques, une expansion peut-être même trop forte pour certains, inquiets de la progression de la pollution sous toutes ses formes. La crise du pétrole, engendrée par la guerre du Yom Kippour, a d'un seul coup ramené les esprits à plus de réalisme. L'énergie, surtout celle issue du pétrole, n'était plus éternelle. D'un seul coup, alors que personne ne s'y attendait vraiment, le monde est entré dans une période de restriction, d'économie et d'effort. L'Alsace, comme toutes les régions situées au cœur d'un courant d'échange, devait du même coup adopter moins d'optimisme. Première répercussion immédiate de la crise, des écoles ont été obligées de fermer faute de fioul de chauffage. Le département du Haut-Rhin s'approvisionnait en effet en partie chez les compagnies étrangères hollandaises et allemandes notamment. Les travailleurs frontaliers allaient être par la suite sérieusement menacés de chômage. Deuxième alerte, les prix. Une inflation sévère attaquait du même coup l'économie de la plupart des pays d'Europe. En France, la hausse dépassait plusieurs fois la cote d'alerte, obligeant le gouvernement à adopter des mesures souvent impopulaires. Crise du pétrole, inflation, deux problèmes qui touchaient sans distinction tous les pays d'Europe. Il convenait d'adopter face à ces crises une attitude européenne. Sans qu'elles en soient vraiment conscientes, à Strasbourg, les institutions communautaires préparaient de fait cette situation en se donnant plus d'étoffe. Devant l'ampleur des événements qui se sont fait jour en 1973, une solution s'imposait au niveau européen. L'inflation et la nécessité d'y répondre par l'application de l'Union économique et monétaire a souvent été au centre des débats. En 1973, la famille européenne s'est agrandie avec l'arrivée de 3 nouveaux membres, l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark. Par ailleurs, la représentation française au Parlement européen et au Conseil de l'Europe s'est modifiée après les élections législatives de mars 1973. 6 élus du Parti communiste français siègent dorénavant à Strasbourg. Deux premiers ministres, celui d'Israël, Madame Golda Meir, celui d'Allemagne fédérale, le chancelier Willy Brandt, rendaient visite dans le même temps aux parlementaires de Strasbourg. Jamais encore Strasbourg n'avait vu un tel déploiement de forces de police chargées de la protection du chef du gouvernement israélien. Le 30 septembre, Madame Golda Meir rencontre la communauté juive de Strasbourg. Le lendemain, 1er octobre, elle est accueillie par l'Assemblée des 17, le Conseil de l'Europe, où son discours, presque entièrement improvisé, est très vivement acclamé. Dishonest on my part if I did not bring, since I am here today, bring to your attention how we, the people of Israel, the government of Israel, sees what has happened. Le 12 novembre, le chancelier Willy Brandt reçoit les insignes de docteur honoris causa de l'Université des sciences juridiques de Strasbourg. Quiconque n'acquiert pas la stature nécessaire sera évincé. Mais l'Europe a une mission à remplir. Le lendemain, il est reçu par le Parlement européen où il prononce un véritable acte de foi en l'Europe. Heute wissen wir oder sollten wir wissen, dass Gemeinsamkeit gerade in diesem Bereich im wörtlichen Sinn lebensnotwendig ist. Dieses Haus kann also der Unterstützung der Bundesregierung immer sicher sein, wenn es auf dem Weg zur Einheit Europas vorandrängt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. En France, la vie politique est ponctuée par 3 événements importants. Les législatives en mars, les cantonales fin septembre et la mise en place des nouvelles institutions régionales en décembre. Les législatives, les 4 et 11 mars, marquent en Alsace l'amorce d'un changement sensible de représentation politique, au profit notamment du centre. Ce changement de couleur politique s'accompagne d'un rajeunissement des hommes.
Sur les 13 sièges à pourvoir, les réformateurs s'attribuent 4 sièges, 2 dans chaque département, à Mulhouseville et à Colmar dans le Haut-Rhin, à Saverne et à Molsheim dans le Bas-Rhin. Dans ce département, 3 jeunes députés, messieurs Burkel, Caro et Zeller, veulent apporter un style nouveau. Les 23 et 30 septembre, le changement de couleur politique de l'Alsace se confirme. Les cantonales provoqueront d'ailleurs un changement de majorité dans le Haut-Rhin. Et pourtant, les 2 conseils généraux se rapprochent et pour la première fois, ils tiennent une réunion commune à Colmar le 25 novembre. Est-ce que vous avez le sentiment que les petites rivalités qui ont pu exister à un moment entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sur certaines conceptions sont totalement aplanies aujourd'hui? Totalement aplati. Non, vous comprenez, il faut toujours de la stimulation. Et je pense que mon collègue Grusenmeyer est entièrement d'accord. Il faut de la stimulation parce qu'il y a toujours évidemment certaines nuances dans les opinions et ceci est nécessaire. Nous avons parlé du Conseil régional et nous avons déjà peut-être tracé certaines compétences que nous avions dans les départements pour peut-être les apporter au Conseil régional. Nous avons déjà fait de la pré-régionalisation, non seulement dans nos esprits, mais aussi dans les faits. Le 15 décembre, la régionalisation est chose faite. Les 2 nouvelles institutions régionales sont officiellement installées le 15 et le 18. Les 40 conseillers régionaux réunis à Strasbourg, 24 Barinois et 16 Orinois, élisent leur président. 2 candidats, M. André Borde pour la majorité et M. Pierre Chillet pour les réformateurs, se partagent les suffrages. Le résultat du scrutin, M. Porte-André a obtenu 21 voix, Pierre Chillet 19. M. Porte-André ayant obtenu la majorité absolue des voix, je le déclare élu président du Conseil régional d'Alsace. J'ai offert à ceux qui ne m'ont pas apporté dans une première étape leur soutien une collaboration avec un état d'esprit totalement ouvert, à savoir que nous allons nous retrouver ensemble au sein du bureau pour mener à bien nos tâches. Et à partir de ce moment-là, il ne doit plus y avoir de politique, il ne doit plus y avoir de partis politiques qui doivent jouer un rôle, il ne doit plus y avoir de problèmes géographiques, cantons, départements, villes. Il faut que nous créions la cohésion nécessaire, l'ambiance et un état d'esprit. 3 jours après, le mardi 18, c'est au tour du comité économique et social de la région Alsace d'être mis en place. Les 44 conseillers élisent à leur tête le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, M. Jacques-Henri Gros. Dans le domaine social, les conflits seront peu nombreux, mais ils seront durs. Aux établissements jeudi à Schirmeck, l'annonce de 150 licenciements provoque un mouvement de colère. L'avenir de la vallée de la Bruche est une nouvelle fois en cause. Le directeur est séquestré pendant 24 heures. Les grévistes, auxquels se sont joints les unions syndicales départementales, défilent à Strasbourg et bloquent le pont de l'Europe. Scénario analogue chez Coframail, toujours à Schirmeck, dans la vallée de la Bruche, les ouvriers remettent en cause le travail au rendement au moment où à Boulogne-Billancourt, les OS de chez Renault ne veulent plus du travail à la chaîne. Ils actualiseront du même coup un vaste débat national, comment humaniser les conditions de travail. Sur un plan plus régional, c'est l'avenir de l'industrie dans les vallées vosgiennes qui est en cause, l'industrie textile surtout. Un plan de restructuration de l'économie des vallées sera entrepris, il sera bientôt achevé. Mais une autre inquiétude subsiste, dans la plaine cette fois. L'avenir des mines domaniales de potasse d'Alsace. Au MDPA, l'année 73 est marquée par la publication du plan de restructuration. Le ministre du Développement industriel, M. Charbonnel, confie au nouveau président de l'EMC, M. Jean Prada, une mission d'étude de 6 mois à partir du 4 octobre. L'annonce de ce plan de restructuration suscite de vives protestations parmi les syndicalistes, mais pour la direction, ce plan peut seul sauver le bassin potassier. Notre objectif est d'assurer à l'entreprise un avenir aussi satisfaisant que possible
compte tenu de sa capacité propre, des moyens dont elle dispose, en particulier de son gisement, et aussi de la concurrence à laquelle elle est confrontée. Les propositions que nous faisons dans l'immédiat, c'est la constitution d'une société nationale regroupant l'ensemble du secteur chimique d'État et entre autres la chimie de charbonnage, l'EMC et la SNPA, c'est-à-dire le pétrole. Et deuxièmement, naturellement, comme nous menons campagne depuis plusieurs années, pour l'instauration d'une plateforme chimique dans la Haute-Alsace. Le problème de la plateforme chimique dépasse très largement le cadre des mines des potasses, puisque une plateforme chimique ne peut se concevoir qu'avec la conjonction d'intérêts industriels extrêmement puissants et débordant le cadre de la France pour concerner celui des pays voisins. Je ne peux pas en dire plus sur ce sujet, mais une plateforme chimique implique des réalisations de type multinational. À Bartenheim, un conflit d'un type nouveau éclate. L'institut médico-éducatif chargé d'abriter et de rééduquer des enfants inadaptés est obligé de fermer ses portes. Les éducateurs contestent les compétences du conseil d'administration en matière éducative, refusent leur dépendance pédagogique vis-à-vis de celui-ci et démissionnent en bloc. L'institut restera fermé près d'un mois. Le même conflit éclatera à Marbach, dans un autre institut avec le licenciement de 4 éducateurs. La contestation, ce sera aussi le fait d'un certain nombre de défenseurs de l'environnement face au développement de l'industrie nucléaire. Le 6 mai, plusieurs centaines de manifestants défilent dans les rues de Strasbourg, venus de toute l'Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté, mais aussi de Suisse et d'Allemagne pour manifester contre l'installation d'une centrale nucléaire à Fessenheim. Autre révolte plus grave, celle qui éclate la nuit du 3 avril sur le quartier de l'Esplanade à Strasbourg. Plusieurs centaines d'étudiants qui occupaient l'Université des sciences humaines se font déloger sans ménagement par les forces de police. Des barricades s'élèvent dans la rue, la répression est sévère, plusieurs dizaines de blessés. Max Alain Chevalier, président de l'université dépassé par les événements, est consterné. Les choses ont pris des proportions que je considère comme catastrophiques, qui me posent à moi-même personnellement des questions.